Bienvenue donc à notre émission. J'ai accroché Show Funérailles Radio. J'espère que vous portez très bien. Nous allons recevoir d'ici quelques petites secondes en exclusivité le docteur Eric Eddy, qui est secrétaire exécutif du comité d'action pour la Côte d'Ivoire, abrégé CACI. Il est donc aux États-Unis d'Amérique. Nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci au docteur Eric Eddy. Voilà, j'allais dire Mouketou, docteur Eric Eddy, qui est donc l'un des habitués du Jacques Roger Show, disons l'un des plus constants. Nous avons commencé pratiquement depuis 15, 16, 17 ans et il est toujours avec nous. Le docteur Eric Eddy, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci pour toute cette confusion, pour tous ces mots de sympathie aussi et de reconnaissance pour la contribution que nous avons apportée, comme vous le dites si bien, depuis plus d'une dizaine d'années, à l'essor de ce média-là qui aujourd'hui fait l'unanimité, mais qui a atteint vraiment des sommets. Tout à l'heure, avant l'émission, vous me parliez du nombre de vues que vous avez, je crois, chaque jour, pour avoir atteint au moins 1 million de vues par jour. J'ai dit bien au moins. Ça veut dire que la radio a vraiment fait du chemin. Donc, en retour donc, des mots gentils, je voulais moi aussi vous dire merci pour le travail acharné, pour l'abnégation et puis surtout pour avoir cru en ce projet-là. Ça n'a pas été facile, mais on est là où nous sommes. En tout cas, félicitations. Et je suis encore une fois heureux d'être sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, docteur Eric Eddy. Avec lui, nous allons aborder donc, le sujet concernant donc, la Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, voir la position donc, du CACI. On aura 4 segments. Le premier segment, c'est donc la position donc, du CACI sur la situation ivoirienne à 7 mois donc, des élections présidentielles. Deuxième thème, c'est quelle position face à la puissance donc, du RHDP. Quatrième thème, conflit de génération au sein donc, disons, des partis politiques de façon générale. Que pense donc le CACI? Et puis ensuite, pour conclure, la situation sociale en Côte d'Ivoire, fraude sur la nationalité, démolition, j'allais dire, des maisons et conflit ACD et la position donc, du RHDP. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Alors, nous allons démarrer donc très rapidement, mais juste avant, est-ce que vous voulez certainement vous adresser pour les nombreux auditeurs du Jacques Roger Show? Vous l'avez fait tout à l'heure. Mais si vous avez un message spécial pour ces Ivoiriens qui vous écoutent à ce moment. Le message spécial sera aussi contenu dans les réponses que nous allons donner aux différentes questions qui seront posées, soulevées ici. Mais c'est le lieu de demander encore une fois aux Ivoiriens de garder la foi, de garder le sens du patriotisme qui, ces derniers temps, peut à la fois s'éveiller, mais en même temps aussi se dissiper face à une batterie de problèmes qu'on peut avoir. Mais il faut garder la foi, je pense bien, et que les jours à venir, les mois à venir vont déterminer. Vous savez qu'un peuple ne peut uni, comme on le dit, jamais ne sera vaincu. Donc je voudrais dire que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu des périodes vraiment très difficiles et continue d'en sortir peut-être petit à petit, mais vraiment tant bien que mal. Et il est nécessaire, quelle que soit la chapelle politique où on se trouve, d'essayer de mettre en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire et l'intérêt personnel qu'on a, l'intérêt des différents groupes que nous avons peut bien entendu se manifester à l'intérieur donc de l'intérêt général de la nation. Voilà le mot que donc je voudrais adresser. Il y a, comme je l'ai dit, bien d'autres choses que nous pourrons dire au cours de cette émission à l'endroit de ces nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui nous écoutent en ce moment. Merci. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Tout à l'heure, nous vous avons brièvement présenté, mais on n'a pas présenté votre groupe d'action. Pour ceux qui ne connaissent pas le CACI, de toute façon, j'allais dire un petit résumé. Parlez-nous un peu du CACI. Non, mais le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, en abrégé CACI USC, à ne pas confondre avec la coalition, le comité des apôtres des hommes religieux de Côte d'Ivoire qui récemment a fait une sortie pour dénoncer un certain nombre de choses et prendre position sur la nouvelle réglementation qui devra régir les confessions religieuses et les organisations de la société civile.
Le CACI s'est créé en 2012 ici aux États-Unis et à sa création, il y avait près d'une quinzaine d'organisations d'Ivoiriens qui s'appelaient des patriotes et bien entendu qui réagissaient face à la situation du pays, la situation donc de la rébellion qui a fragmenté ce pays-là en deux parties. Évoluant jusqu'à aujourd'hui, le CACI peut au moins se dire heureux d'être le seul mouvement de la sorte qui a gardé le cap jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, bien entendu, Jacques Roger, c'est avec tout ce qu'on peut avoir comme défi, challenge, difficulté, etc. Nous continuons de maintenir le cap et le CACI se veut d'abord un mouvement politique maintenant depuis la fin de l'année 2022 qui a opté pour être un mouvement politique. Beaucoup me diront qu'un mouvement politique qui veut changer la donne en Côte d'Ivoire et qui agit à partir de l'extérieur, ben, c'est toute la problématique que nous avons. La Côte d'Ivoire intéresse non seulement les Ivoiriens qui y sont présentement, mais ceux aussi de la diaspora. Donc, essentiellement, les membres du CACI sont dans la diaspora. Nous avons beaucoup de relais et des relais sur le terrain en Côte d'Ivoire, des organisations avec lesquelles nous avons noué aussi beaucoup de contacts. En termes d'idées, et en termes d'idéologie que nous avons défendue depuis longtemps, le CACI s'est fait le chantre de la transition politique en Côte d'Ivoire. Cette expression-là nous a valu beaucoup d'incompréhension, mais nous avons voulu transformer, nous avons voulu définir cette approche de la transition en Côte d'Ivoire pour incorporer l'exemple de la transition au Bénin, l'exemple de la transition qui s'est produite en Afrique du Sud et le modèle de transition qu'avait proposé en son temps feu le professeur Francis Vaudier, anciennement président du PIT, et puis dont on connaît, homme politique en Côte d'Ivoire, qui déjà aux premières heures du retour au multipartisme en Côte d'Ivoire en 1990 avait proposé une alternative. Il avait parlé de la concertation nationale. Nous avons donc rassemblé ces trois propositions-là pour en faire la note, les utiliser comme exemple et nous avons fait notre proposition. Ce n'est qu'en 2020, aux alentours de 2020, que la classe politique ivoirienne a commencé véritablement à parler de la question de la transition. Vous avez vu un peu où ça a mené. Pour nous, c'était une victoire, mais pas une victoire complète puisque cette transition-là ne s'est pas déroulée comme on le souhaitait. Donc voilà un peu grosso modo le comité d'action pour la Côte d'Ivoire qui a conduit ici aux États-Unis beaucoup de missions auprès des décideurs américains, des hommes politiques américains. Je vais parler des membres du Congrès, je vais parler des membres du Sénat et bien entendu d'autres personnes et qui a soutenu aussi les partis politiques de l'opposition. Je vais parler du Front populaire ivoirien en son temps, quand il était encore bien uni. Je vais parler de l'AIRD, je vais parler de l'URD et même des hommes politiques. Hein. Nous avons eu à échanger énormément avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, le ministre Essi Amara, en son temps, lorsque il avait des velléités donc, de candidature. Voilà un peu ce que nous avons fait et nous essayons de ne pas perdre ce capital-là. Donc, nous essayons de capitaliser là-dessus pour avancer. Voilà, grosso modo, ce qu'est le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Jacques Roger, nous sommes à une période critique pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne nous voulons pas être un mouvement politique à la hauteur des gros partis politiques qui existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tant en moyens financiers ou bien en capital humain, si on peut le dire. Mais nous n'avons rien à envier aux autres quand il en vient à discuter en tout cas des idées, à discuter des orientations que notre pays doit prendre. Nous avons toujours eu notre mot à dire. Voilà un peu, en long et en large, j'ai présenté le comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Dr Ikedi. Alors, nous allons passer donc au premier segment, la position donc, du CACI sur la situation ivoirienne à 7 mois des élections. Alors, la toute première question, quelle est donc l'analyse donc, du CACI, hein, donc de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne la préparation donc, des élections en 2025?
Si, sur ce sujet-là, je voudrais dire que le comité d'action de la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, pardon, prépare une conférence de presse. Vous en aurez la primeur en termes donc de la date et du lieu. Certainement, ça se fera dans votre zone à Washington DC ou bien dans l'État du Maryland. Et le but de cette conférence de presse-là, c'est effectivement de nous prononcer sur ces élections qui sont en train d'être préparées en Côte d'Ivoire. Chaque élection dans un pays qui a élu de choisir ses dirigeants au moyen donc des élections et donc de façon démocratique, les élections deviennent donc un tournant décisif. Malheureusement, chez nous, comme dans beaucoup de pays africains, les élections ont toujours été des tournants décisifs pour aller dans le sens négatif au lieu de consolider le pays, la nation et l'État et faire en sorte que toutes les ethnies, toutes les populations que nous avons se retrouvent un peu fédérées pour aller de l'avant. Nous espérons que les élections qui arrivent ne nous amènent pas dans le sens que nous avons eu. Malheureusement, Jacques Roger, ce qui nous est donné de voir n'augure pas des lendemains meilleurs. Vous parlez de la situation ivoirienne. Par rapport à ça, peut-être qu'il faut regarder la situation économique du pays, peut-être qu'il faut regarder la situation politique dans ses plus brefs détails, puisque vous avez un segment qui va toucher à la situation sociale. Mais je veux dire que quand on rassemble tous ces éléments au niveau politique, vous avez le régime actuel qui peut, à travers ses ministres, s'enorgueillir du fait que, comme quelqu'un disait, et je ne veux pas dire quelqu'un d'ailleurs, hein, pour lui vouer tout le respect que nous avons pour lui, le président Laurent Gbagbo qui faisait une critique et parle de la Digbadette. En réponse à ça, on a dit Digbadette, Digba travail. Donc la question de la dette est aujourd'hui un point important dans la situation, dans l'évaluation de la situation politique en Côte d'Ivoire. La question de la présence des Ivoiriens entrepreneurs dans l'économie. Vous avez le patron d'une agence de cotation, Stanislas Zézé, que je veux citer, qui est bien informé et bien averti, qui parle, par exemple, de ce que plus de 80% de cette économie ivoirienne-là et des petites et moyennes entreprises ne sont pas détenues par les locaux et par les Ivoiriens eux-mêmes. Ce sont des situations peut-être économiques, c'est vrai, mais ce sont des situations qui aussi ont quelque chose à voir avec la situation politique du pays. Alors, en gros, pour nous, la situation présente avec ce que nous entendons n'augure pas des lendemains meilleurs au-delà du mois d'octobre 2025. Et quand je parle de lendemain meilleur, Jacques Roger, nous voulons parler d'une Côte d'Ivoire qui est véritablement réconciliée, une Côte d'Ivoire qui est véritablement à l'abri de tout soubresaut ou bien véritablement et solidement, durablement à l'abri de toute velléité de déstabilisation ou bien de toute velléité de soulèvement populaire, de mécontentement populaire. Voilà un peu la situation qu'il faut dresser. Ce ne sont pas les joies exprimées, saluées, reconnues par exemple l'année dernière avec la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique qui sont suffisantes vraiment pour couvrir ce malaise que nous voyons au pays et lequel malaise en tout cas tire ses sources de plusieurs facteurs. Donc, Voilà. sur cette question, je terminerai sur la question, donc j'ai parlé un peu de l'économie. Il y a des points de vue divergents. Nous nous alignons sur la position du professeur Maradou Koulibaly, qui est un homme très averti en économie. Nous alignons sur ses positions, que la célérité avec laquelle la Côte d'Ivoire emprunte aujourd'hui, même si ça n'a pas atteint ce qu'on appelle le plafond de 70% comme recommandé ou bien pas recommandé par lui, mais moi, je crois que le seuil de la dette aujourd'hui, c'est un peu faramineux et ça aussi donne des sujets, ces sujets à beaucoup d'inquiétudes. Voilà, merci, docteur Yakeli. Avez-vous certainement donc des préoccupations, j'allais dire, spécifiques concernant donc l'organisation du scrutin et, j'allais dire, de la transparence du processus électoral? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on veut réserver l'exclusivité, mais je peux en parler. Hein. Le CACI a travaillé sur la question de la commission électorale indépendante qui est
l'organe chargé, l'organe technique chargé de l'organisation de ces élections. Il y a beaucoup de débats qui ont eu lieu et nos points et nos positions, un tant soit peu, peuvent rejoindre certains de ces points émis par des confrères, par des leaders de partis politiques. Premièrement, et de façon spécifique, aujourd'hui, le CACI se pose la grande question de savoir l'utilité d'une commission électorale. Et pourquoi? Il faut partir et faire la genèse de la commission électorale. En Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, la question de la commission électorale a fait surface au moment du retour au multipartisme et au moment où les partis politiques en ce moment-là et d'alors n'avaient plus confiance à l'organe chargé des élections, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur par le biais de la direction territoriale. En Côte d'Ivoire, pour rire de ça, on parle de monsieur, et je respecte vraiment ce monsieur-là de Hippo Lago, qui était le maître d'œuvre donc, dans ce ministère-là de l'Intérieur. Et donc, contestant la partialité ou l'impartialité du ministère de l'Intérieur, l'idée d'avoir une commission électorale indépendante a jailli. Aujourd'hui, le constat est que cette commission-là, elle n'est pas indépendante. Et sur ce point-là, comme je l'ai dit, nous n'inventons rien. Là où il faut reconnaître des idées pareilles qui ont déjà été émises, il faut les reconnaître. C'est le professeur Geoffroy Baillet, je pense, sur l'émission de l'INCI, qui disait que la commission électorale, qui était chargée, ou bien qui avait pour but d'être indépendante, vis-à-vis des différentes structures, ne l'est pas. Quelles sont ces structures? Vis-à-vis d'abord de l'État. Quand vous avez l'État lui-même et des représentants de quiconque dirige la Côte d'Ivoire à l'intérieur d'une commission, alors qu'on est soi-même candidat, il y a problème. La commission électorale doit être aussi indépendante vis-à-vis des partis politiques. Est-ce que c'est ce que nous observons aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que cette commission électorale, pour nous, n'ayant pas atteint les objectifs pour lesquels elle a été mise sur pied depuis de nombreuses années, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il a lieu d'avoir cette commission. J'entends certaines personnes dire il faut la dissoudre complètement. Le CACI va un peu dans ce sens-là aussi. Parce que la prise de position, les prises de position du président de la commission électorale en ce moment-là, les prises de position des différents présidents de cette commission électorale depuis indépendante, depuis sa création, peut effectivement nous amener à toujours douter de la capacité de cet organe-là à organiser des élections crédibles, des élections transparentes, des élections apaisées et des élections à l'issue desquelles il n'y aurait pas de goût de sang versé et que, même s'il n'y a pas de goût de sang versé, quiconque est élu à l'issue de ces élections-là a véritablement l'onction du peuple, c'est-à-dire traduire ce qui a été mis dans les urnes en résultats concrets et lesquels résultats devraient porter donc au perchoir ou bien au pouvoir celui qui a été choisi par la majorité des Ivoiriens. Oui, mais docteur Ekedi, par rapport donc à la CI, est-ce que ce n'est pas trop tard? À 6-7 mois des élections présidentielles, on remplace la CI et on fait quoi? Non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Pour sauver des vies humaines, Jacques Roger, rien et absolument rien n'est tard. Pourquoi? Parce que les structures existent. Et tout à l'heure, j'ai parlé du ministère des Affaires et du ministère de l'Intérieur. Ce ministère existe toujours. Ce ministère existe toujours. Si vous avez une structure qui n'est pas viable et qui n'opère pas comme il se doit, il y a un problème. Aujourd'hui, beaucoup de partis d'opposition poussent, par exemple, pour une nouvelle révision de la liste électorale. Mais ça, c'est un débat que nous avons depuis de nombreuses années. Vous voyez, il ne faut pas aller dans le sens, et nous ne pensons pas que même à 7 mois de l'élection, il faut s'inquiéter du fait qu'il n'y a pas assez de temps pour soit remplacer ou bien la rendre caduque. Il faut même à 1 mois de l'élection mettre sur pied une commission électorale qui soit Oui, mais docteur Mkoutou, docteur Ekedi, quand vous parlez de transparence aujourd'hui, d'aucuns vous diront que tous les acteurs, ou bien tous les Ivoiriens, ont des positions actuellement au niveau de l'Abidjan. Alors, quand on parle de transparence, qu'est-ce que vous mettez derrière ça? La transparence, c'est quoi exactement? C'est bien dit. Il y a des éléments indicatifs
pour mesurer soit la transparence ou bien la crédibilité du processus électoral. Et je vous donne quelques exemples. Premièrement, si nous asseyons autour d'une table pour dire que la commission électorale doit être indépendante, nous devons d'abord commencer par mesurer la capacité de cette commission-là à prendre des décisions, à implémenter des décisions et à les mettre en application, je veux dire, sans l'influence, oui, des trois éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, des organisations des partis politiques, de l'État lui-même et puis des hommes politiques. Parce que tout le monde ne fait pas partie forcément d'un parti politique ou bien d'un mouvement politique. Il y a une façon claire de mesurer ça. Ça, c'est le premier élément de la transparence. Le deuxième élément de la transparence, c'est l'application des textes. Quand vous avez un président de la commission électorale qui vous dit au cours des missions que nous avons organisé la révision de la liste électorale au cours de telle année, c'est-à-dire il y a un chevauchement qui est fait. On le fait, peut-être on commence en 2025 et on termine en 2024 et on dit on a fait ça en 2025 et en 2024 et en 2025. Ou bien on commence en 2022, on termine en 2023, mais le texte qui fonde la commission électorale n'a pas dit ça. Le texte de loi dit que la révision de la liste électorale doit se faire annuellement, chaque année. Ça veut dire chaque 365 jours, ça doit se faire. Quand ce n'est pas fait de la sorte, il y a un problème, vous comprenez? Donc on peut mesurer ça aussi. Alors, pour ne pas trop nous éterniser, la question de la transparence revient à dire ceci. Les acteurs politiques sont assis autour d'une table. Les textes qui fondent la commission électorale existent et son fonctionnement et qui régissent son fonctionnement existent. Pour tel texte et pour telle loi, pour telle manière de fonctionner, quel est le critère qui existe et qui prouve et qui montre? Même si la notion de transparence, Jacques Chirurgie, est une notion abstraite, on la transcrit en des actes concrets. Et je terminerai en donnant un autre exemple. Quand on parle de l'équité de la justice, quand on dit qu'il faut une justice qui soit crédible, qui soit transparente, qui soit équitable, ça veut dire par exemple au cours d'un procès, est-ce que l'accusé a reçu les chefs d'accusation? Est-ce que l'accusé qui est détenu a été détenu dans les normes établies par la loi? Par exemple, avant de transférer quelqu'un au parquet, je ne dis pas que c'est le cas, mais avant de transférer quelqu'un au parquet, il faut lui signifier pourquoi cette personne-là doit aller au parquet, pourquoi cette personne-là est déférée. Quand vous allez même devant un juge, il faut s'assurer que l'accusé, même si cet accusé est entouré des plus grands avocats du monde, il faut s'assurer que l'accusé comprenne la langue dans laquelle le procès va se dérouler. Parce qu'après tout, le principal accusé est son principal avocat. Donc, vous voyez dans les cours de justice ici aux États-Unis, les juges vont toujours s'assurer que, conseiller, est-ce que votre client comprend ce qui vient d'être dit? Même quand il y a un jugement. Donc, si la personne ne comprend pas la langue, on lui donne un interprète ou bien une interprète pour pouvoir connaître ça. Ce sont tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte qu'on appelle l'équité et la transparence, par exemple, dans le système judiciaire. Et c'est la même chose aussi. Quand on gère une économie, et qu'on a, comment on appelle ça, il y a la traçabilité. Si 500 $ sont rentrés dans la caisse donc, de l'État et que 500 $, on dit que 500 $ sont sortis, qui a fait sortir? Comment c'est sorti? Où c'est sorti? Quelles sont les traces de la sortie? Il y a des éléments pour prouver tout cela. Donc, Jacques, voilà un peu ce que nous disons et ce que nous appelons la transparence quand nous parlons des élections qui vont arriver. Qui sont les électeurs? Merci beaucoup. La liste électorale. Qui sont les électeurs? Est-ce que ceux qui sont sur cette liste électorale-là ont le droit d'y être? Est-ce que ceux qui ont le droit d'y être, y sont? Est-ce que ceux qui n'ont pas le droit d'y être là, il y a un mécanisme pour les extirper de cette liste? Le jour de l'élection, est-ce que les bureaux de vote sont placés à 500 mètres quand on sait que les moyens de déplacement sont difficiles? Il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent effectivement d'aller à une transparence. Merci beaucoup, Dr. Rikedi, puisque vous parlez non pas du comité d'action, Dr. Rikedi. Est-ce que le CACI a-t-il déjà pris des initiatives pour formuler, j'allais dire, des recommandations aux acteurs politiques et aux partenaires internationaux pour garantir des élections crédibles et apaisées? Pour les élections de 2025 qui arrivent, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons préparé
et nous préparons une conférence de presse, laquelle conférence de presse va s'appuyer sur un document sur lequel nous avons travaillé. Ça, c'est pour ça. Par le passé, si vous parlez d'action et de ce que nous avons fait, quand il s'est agi de notre posture et notre position sur la transition politique en Côte d'Ivoire, nous avons préparé un document que nous avons partagé avec l'ensemble des acteurs politiques, en tout cas les acteurs politiques ivoiriens avec qui nous avions accès. En son temps, nous avons même partagé le document avec le président Rico Bédié. Nous avons une rencontre avec le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Nos camarades aujourd'hui, beaucoup sont au PPACI, ont été très proches de nous, avec qui nous avons partagé ces documents-là. Sur cette antenne de Jacques Roger, vous avez plusieurs fois, que ce soit vous, que ce soit notre jeune frère Emmanuel Katina, plusieurs fois nous avons reçu pour expliciter notre position sur la transition politique, qui pour certains voulaient dire non, nous allons faire un coup d'État, et nous leur avons dit non. Notre... Je parle des élections à venir, les élections de 2025. Oui ou non, pour les élections de 2025. Non, je vous donne un exemple pour vous dire comment est-ce que nous agissons. Pour les élections de 2025, nous avons préparé notre document qui est prêt. Ce document-là va être diffusé seulement lorsque nous aurons fait cette conférence de presse dont je parle. Et votre plateau me permet d'annoncer cela ici. Merci. Revenons donc, nous allons revenir donc au deuxième segment. C'est donc quelle opposition face à cette puissance, voilà, cette machine du RHDP. Alors, la première question, l'opposition ivoirienne semble, j'allais dire, fragmentée. Selon vous, existe-t-il une réelle possibilité donc d'union des forces d'opposition pour contrer le RHDP en 2025? Nous avons déjà vu l'initiative du CAP, Côte d'Ivoire, présentée hier. Est-ce que vous pouvez certainement un peu commenter un peu? Premièrement, vous parlez des... je voulais faire un commentaire d'abord sur la question. Quelle opposition face à la puissance du RHDP? Puissance? Y a-t-il puissance? Si oui, sur quoi est-ce que repose cette puissance-là? Je pense que c'est un peu... ça devrait être un peu la base. Un parti politique, un mouvement politique, bien des partis politiques, des mouvements politiques s'habituent aussi à ce qu'on appelle une analyse donc situationnelle pour avoir les forces et les faiblesses et puis savoir aussi ce qu'on a en face de soi. Aujourd'hui, après plus d'une dizaine d'années au pouvoir, certains comportements se sont sédimentés. Vous voyez, quand on perdure, quelquefois la dictature engendre et on finit par tomber amoureux même de cette dictature, on peut l'observer un peu partout. Quand vous avez des défections d'un parti vers le régime au pouvoir, cela peut s'expliquer par le fait que les gens peut-être ne voient pas d'autres alternatives et que c'est la survie, etc., etc. Ces comportements-là sont sédimentés. Il y a aussi aujourd'hui le facteur argent. Il n'est pas nouveau dans la politique ivoirienne. Il n'est pas nouveau dans la politique africaine, mais aujourd'hui, plus que jamais, le facteur argent, la kleptocratie, les transferts illicites d'argent influencent beaucoup la donne politique et constituent aussi ce que vous pouvez appeler la force ou bien la puissance des régimes par rapport à un autre. Alors, il y a plusieurs autres éléments que je voulais citer ici, mais pour revenir à la question précise que vous posez, l'opposition est fragmentée. C'est un constat. Et c'est vrai. Pendant longtemps, cette opposition-là a été fragmentée, surtout après les élections de 2020 et l'échec d'un organe qu'on appelle le CNT, le Conseil national de transition, je pense bien, qui avait été placé sous la coupole de feu le président Rico Bédié. Mais, est-ce qu'il y a une possibilité d'union? C'est l'autre question que vous posez. Même s'il n'y a pas cette possibilité d'union, le CACI souhaite que les acteurs politiques ivoiriens, surtout de l'opposition, travaillent à créer cette possibilité-là. C'est la raison pour laquelle nous saluons déjà la formation de cette coalition pour l'alternance pacifique qui a été portée sur le front et qui est sorti hier, même en Côte d'Ivoire, et qui rassemble, je crois, vous a dit, environ 25 partis et formations politiques, dont notamment le COGEP, le FGC et le PDCI-RDA, dont le président a été désigné comme étant le coordonnateur même l'URD aussi, je vais dire, de Daniel Poni-Claveri. Il y a beaucoup de leçons à tirer, Jacques Roger. Ce n'est pas la première fois que des plateformes
de partis d'opposition secrets. Depuis le retour au multipartisme, vous vous rappelez l'Union des cinq de la gauche, PIT, non, avant RHDP, je veux parler du FPI et puis du professeur Baba Boriféré, son parti que je cherchais, le PSI, je pense bien, le Parti socialiste ivoirien, le parti de Guédro, tout cela se sont mis ensemble. Ensuite, on a évolué vers le Front républicain à un moment donné, et puis je pense qu'il y a lieu. Et ça, c'est un exercice aussi auquel le CACI s'est prêté et dont les conclusions vont jaillir. Est-ce qu'il s'agit de s'unir? Je ne crois pas que tous les acteurs qui se sont rassemblés à l'hôtel, à la maison du parti du PDCI hier en Côte d'Ivoire pour créer le CAP, c'est en abrégé donc cette nouvelle coalition-là, s'en vont sans objectif. Ils ont leurs objectifs clairs et décidés et nous saluons cette initiative-là. Ce que nous souhaitons, que cette initiative-là soit l'initiative pour créer selon vous, les qu'est-ce qui conditions explique d'une élection. la non-présence que du la prise PPACI, du pouvoir dans un état ou démocratique, bien, j'allais dire, l'hésitation encore du PPACI, selon vous, consolidée, doit se faire par des élections. Donc, la création des conditions idoines, ça doit être la première chose. Tout à l'heure, dans certains commentaires que j'ai vus des gens, des analystes politiques déjà parler de ce que cette coalition-là peut peser, ce qu'elle peut faire au cas où il y a un deuxième tour. Vous voyez, déjà, on parle d'élection. Or, c'est pas ça. Pour nous, au CACI, une coalition, d'abord, c'est pour créer les conditions de vie. Parce que la démocratie, c'est avant, c'est pendant et c'est après les élections. Donc, voilà un peu ce que nous souhaitons. Nous saluons en tout cas cet effort-là de tous ceux qui ont travaillé souterrainement pour apporter la naissance. Et s'il y a plusieurs autres aussi, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup que les forces s'amenuisent. Mais quand il y a une bonne coordination de toutes les plateformes qui vont exister à partir de maintenant jusqu'aux élections, dans le but vraiment de changer la situation politique de la Côte d'Ivoire, nous sommes partants et nous soutenons, comme par le passé, nous avons soutenu plusieurs autres de ces coalitions, tant qu'elles sont objectives. Selon vous, qu'est-ce qui explique la non-présence du PPACI, ou bien, j'allais dire, l'hésitation encore du PPACI, selon vous? Permettez-moi d'utiliser mon joker pour cette question parce que les éléments qui nous reviennent, nous ne les avons pas encore vraiment approfondis. Parce que vous savez aussi qu'une des choses les mieux partagées dans la donne politique en Côte d'Ivoire, c'est, je peux dire, entre griffes de Papatoya, ou bien je peux dire aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les cassements de Papo. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Permettez que nous ne vous donnions pas une opposition du CACI sur ce que nous savons par rapport à l'absence du PPACI à cette... Mais quand on s'en tient aux différents appels qui ont été lancés, on dit bon, qu'il y a Simon Gbagbo qui a lancé un appel de Bonoa, il y a eu le président Laurent Gbagbo aussi qui a lancé un appel. Je crois qu'en bâtissant et en s'inspirant donc de tous ces appels-là, il y a lieu de croire que la nécessité de se rejoindre quelque part ou bien de faire partie de cette coalition-là peut être, et de ne pas répéter les erreurs du passé, peut être quelque chose qui est envisageable pour présenter un front de l'opposition qui est solide. Solide pour créer les conditions d'une élection. On n'est pas forcément obligé d'aller en rang serré ou bien dans le même rang à une élection, mais d'abord et au préalable pour créer les conditions d'une élection saine en Côte d'Ivoire. Le reste, les partis ont leur choix et les partis verront. Il y a certains partis politiques, je termine là-dessus, Jacques Roger, qui disent nous allons arriver au pouvoir, mais en le disant, ce n'est pas forcément que ces partis-là veulent diriger. Ces partis-là veulent diriger la Côte d'Ivoire par elles-mêmes, non, veulent diriger par le biais d'alliances qu'il y a. Ça aussi, il ne faut pas écarter. Mais la première étape, c'est de créer des conditions idoines. J'ai écouté hier l'émission de Sister Sarah, mais c'est une des pistes qu'il faut explorer. Comment est-ce que cette coalition-là devient une force pour faire reculer? Il s'agit de faire reculer. En politique, il faut faire reculer l'adversaire. Je ne parle pas d'ennemi. Il faut faire reculer l'adversaire. Comment est-ce que cette coalition-là aujourd'hui s'arrange pour faire reculer ce régime-là qui ne veut pas entendre parler de révision de la liste électorale, qui utilise des sous-traitants ou bien d'autres méthodes pour continuer donc de compliquer la situation et la vie politique, sociale et économique en Côte d'Ivoire. Alors, cela m'amène à vous poser donc cette question. Quels sont donc les principaux défis que l'opposition doit relever pour proposer, j'allais dire, une alternative crédible aux électeurs?
Premier défi, pardon, c'est le défi de la cohésion. C'est la raison pour laquelle j'ai dit et je pense que si hier il y a eu des coalitions qui se sont créées, et là vraiment la période de 2011, bon peut-être j'allais dire même de 2012, jusqu'à maintenant le démontre. La question est de savoir quels ont été les acquis de ces coalitions-là et quelles ont été les raisons des échecs. Évidemment, il y a des succès. Évidemment, il y a des échecs. Et le plus grand échec, c'est le fait que la balance n'a pas été assez lourde, peut-être, du côté de ces coalitions-là, pour faire en sorte que, comme je l'ai dit, le régime au pouvoir recule et qu'on n'ait pas un régime qui ait la force, la motivation nécessaire pour dire que nous allons faire un premier mandat de la Deuxième République, un troisième mandat de la Quatrième République, etc., etc. On n'en serait pas arrivé là, peut-être. Donc, le premier souci, le premier objectif à atteindre, c'est celui de la cohésion. Ce n'est pas parce qu'on a mis et porté sur les fronts baptismaux une coalition que les objectifs vont être atteints et que cette coalition-là elle-même va rester stable. Jacques Roger, on a vu le CNRD exploser, finir. On a vu, je ne sais pas si c'est la CNC ou bien le CNC exploser. On a vu aussi ce qui a concouru à la chute, à l'échec du CNT. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Donc, du point de vue du CACI, le CACI lui-même aussi est une coalition, qui a commencé comme une coalition de beaucoup. Et on sait de quoi nous parlons, quand à un moment donné, les objectifs deviennent divergents. Donc, c'est le premier élément, pour moi, c'est la cohésion. C'est au vu de cette cohésion-là que je pense la balance peut changer ou alors le rapport de force peut effectivement aller dans le sens de l'opposition, dans le sens de la population, majoritairement acquise à la cause donc de cette opposition-là pour amener le régime au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire à reculer. Les éléments de cette reculade-là sont nombreux. On peut mesurer cette reculade-là en, par exemple, agissant à l'extérieur pour savoir que disent les institutions internationales. Les institutions internationales auxquelles participe la Côte d'Ivoire, ou bien là où nous avons signé des traités. Que disent les partenaires internationaux sur la question qui arrive par rapport au régime? Par exemple, je vous dis ceci, Jacques Roger. Quand en 2020, vous avez un chef d'État d'un pays européen qui peut prendre le micro et dire au monde entier, à commencer par ses parlementaires, et justifier pourquoi quelqu'un qui ne devrait plus être candidat, vu la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, le devient, c'est une ingérence. Mais quand on est capable aussi en tant que parti d'opposition d'amener ces partenaires-là à redire et à faire respecter la constitution en place ou bien les règles en place pour dire celui qui a fait 25 mandats, même après avoir construit tous les forages nécessaires dans toute la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'on a bien travaillé qu'on ne part pas. Sinon, Jacques Roger, on serait tous restés au CP2. Parce qu'au CP2, on a bien travaillé, c'est pourquoi on est allé au CE1, et ainsi de suite. Les gens travaillent bien, mais pourtant ils vont à la retraite. Ce n'est pas parce qu'on a bien travaillé qu'on reste là indéfiniment. Donc, quand vous avez tous ces partenaires, même extérieurs, qui commencent à se prononcer, quand vous avez la Cour de justice africaine qui prend une décision et qui a les moyens de pouvoir l'appliquer, par exemple, pour dire que tel doit être réinscrit sur la liste électorale, à partir de ce moment-là, effectivement, on commence à identifier les éléments de balance ou bien de rapport de force. Et voilà les défis, pour moi, qui attendent cette nouvelle coalition. Aujourd'hui, la Commission électorale indépendante refuse. Elle refuse, contre toute attente. Elle refuse, et quand je dis contre toute attente, c'est même être gentil, mais elle refuse l'organisation d'une nouvelle révision de la liste électorale avec tous les arguments qu'on peut donner. Si la coalition qui vient de se mettre en place est capable de faire balancer ça et d'ouvrir une période de recensement des électeurs en vue des élections qui arrivent, ce serait aussi un rapport de force qui aurait changé. Donc, voilà un peu quelques éléments. Mais Jacques,
Pour en arriver à tout cela, je rappelle encore une fois que pour nous, le CACI, le premier défi, c'est celui de la cohésion pour maintenir la stabilité de cette nouvelle coalition qui vient de se mettre en place. Alors, donc, avec tout ce que vous voyez, est-ce que le CACI pense-t-il que l'opposition dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour mener, j'allais dire, à bien une campagne efficace face à cette machine du RHDP, docteur Higg? Si on s'avoue, et là je vais vraiment faire beaucoup de philosophie sur cette question, hein, Jacques Roger, quoique ce que nous disons depuis longtemps fait partie donc de la philosophie politique, mais je veux dire que si déjà nous partons avec les sentiments des jeunes soldats qui, pour prendre l'exemple de la Bible, envoyés par Moïse pour voir de l'autre côté là-bas, qui se sont dit, ah, on est allé, on a vu des gens qui sont solides et vraiment on ne peut pas réagir. En lieu et place de ceux-là, si on prend plutôt les comportements de ceux qui ont vu et qui ont dit, non, 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 comme on a quelqu'un de plus fort qui nous a envoyé, même s'ils sont plus gaillards que nous, on est capable de faire renverser la vapeur. Cette opposition a montré beaucoup de sources d'éléments d'essoufflement, de désorganisation, de manque de cohésion. Et ça, c'est la critique, elle porte sur nous-mêmes aussi. Hein. Mais quand on regarde cette population ivoirienne qui crie aujourd'hui, ce qui est mal à l'aise, quand on regarde aujourd'hui ce que fait l'éléphant déchaîné du député maire de Tia-Salé, Assalé Tioboko, et qui arrive à donner la parole, à encourager les victimes des expropriations sur des terrains fonciers tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Aujourd'hui que les gens s'expriment de plus en plus, je ne parle pas de l'opposition qui se mène sur Facebook, une opposition se mène sur le terrain. Et je pense que cette opposition-là doit avoir et a les moyens pour pouvoir le faire. Parce que c'est les mêmes Ivoiriens qui étaient là hier. C'est eux qui sont encore là aujourd'hui. Il faut, et pour terminer sur cette question, Jacques Roger, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation et c'est une question d'organisation. Voilà. Il faut organiser les gens, ça veut dire, ce n'est pas les placer ici et là, mais c'est d'arriver à bâtir petit à petit. Pourquoi les militants du PDCI-RDA, malgré tout, demeurent et restent militants du PDCI-RDA? C'est parce qu'ils croient en un idéal. Comment est-ce qu'on transcrit cet idéal-là en des actes concrets que eux-mêmes soutiennent et supportent pour pouvoir faire avancer? Il ne faut pas donner le sentiment aussi aux gens qu'ils vont se sentir, de se sentir trahis dans le futur. Ce à quoi je veux en venir, il y a eu beaucoup de victimes. Et dans ce que nous faisons, les victimes se comptent à tous les niveaux. Que ce soit les attaques de nos différents sites et canaux sociaux, les réseaux sociaux, les pages Facebook que nous avons, ou bien même attaquer la page WhatsApp de quelqu'un pour pouvoir profiter de ses contacts, etc., etc., ou bien même pirater son ordinateur. La lutte, elle est multidimensionnelle. Les challenges sont multidimensionnels. Donc, il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'ils vont agir et puis demain, quand ils se retrouvent peut-être aux prises à des difficultés, ils se sentent lâchés et abandonnés. Je donne l'exemple, la manifestation et la mobilisation incroyable qui s'est mise autour du jeune Kodé Babo Suleiman lorsqu'il avait été arrêté en France, c'est une démonstration de ce qu'une opposition. Et ça, là, pour arriver à ce niveau, ça se construit. Tous les mouvements sociaux se construisent. Et je pense que l'opposition a 5-6 mois devant elle pour construire ça solidement dans les différentes chapelles. Et je pense que la possibilité se trouve là, Jacques Roger. Je crois qu'il y a possibilité. Malgré les challenges, malgré les difficultés, malgré la désorganisation qu'on a vue à un moment donné, malgré le découragement qui a gagné beaucoup de personnes, je pense qu'il y a possibilité de le faire parce que c'est la seule voie. Voilà, parce que c'est la seule voie. Alors, revenons donc au troisième segment, conflit des générations, docteur Eric Eddy, au sein donc des partis. Alors, donc avec tout ce que vous voyez, est-ce que le CACI pense-t-il que l'opposition dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour mener, j'allais dire à bien, une campagne efficace face à cette machine peut fragiliser donc cette formation à l'approche de 2025? La seule peut-être formation qui ne va pas trop sentir
cette fragilisation, c'est peut-être le régime qui est au pouvoir. Pourquoi? Encore une fois, en utilisant les éléments que j'ai appelés les éléments fondateurs de ce qu'on peut appeler entre griffes sa puissance. L'argent, les intimidations, les menaces d'emprisonnement, les menaces donc de recouvrement de dettes ou bien de taxes qui devraient être peut-être perçues par le trésor ivoirien. Il y a tout un tas d'éléments de choses. Aujourd'hui, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, Jacques Roger, on parle aussi des empoisonnements politiques. Il y a une grosse, ou bien un gros point d'interrogation qui est mis sur le décès récent du maire de Iré. Par exemple, JFK, pour rappeler ses initiales. Toutes ces choses-là existent et qui font que, effectivement, il y a cette crainte-là et il y a cette peur qui amène beaucoup de ceux que vous appelez les jeunes aujourd'hui à être un peu réticents, à crier fort. Il y a aussi la question des allégeances. Vous savez, par le passé, Jacques Roger, j'avais produit dans le cadre donc, académique un papier, comme on le dit, et qui parlait des quelques tares de la politique en Afrique généralement, mais en Côte d'Ivoire surtout, où j'ai tiré les exemples. J'avais parlé de la dictature de l'argent, la dictature de l'ethnie et la dictature de l'âge. Aujourd'hui, quand vous regardez les partis politiques en Côte d'Ivoire, même les partis politiques qui sont dirigés par les jeunes, il y a la question de la dictature aussi des fondateurs, des pères fondateurs. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, mises les unes dans les autres, amènent effectivement ce conflit de génération dont nous avons parlé. Or, ce conflit de génération-là devrait être plutôt pris dans le sens qui soit salutaire. Ça veut dire quoi? Dans tous les cas de figure, il y aura un conflit de génération. Dans tous les cas de figure. Comment ces conflits-là sont gérés? Aujourd'hui, Jacques Roger, je pense que soudainement et clairement, de façon quelquefois un peu étonnante, mais avec un pincement aussi une petite dose de satisfaction, c'est le PDCI RDA, dans tous les grands partis politiques, qui est en train de montrer ou bien qui a l'opportunité de montrer la possibilité donc d'avoir ce changement générationnel-là dans la donne politique. Qu'est-ce que je veux dire? Le président actuel du PDCI RDA, Tidiane Thiam, est né en 1962. Après 60 donc. Il y a un autre militant du PDCI RDA qui fait des velléités de candidature du nom de Jean-Louis Billon, qui est né en 1964. Bon, on va dire que si le président Bédié n'avait pas été rappelé à Dieu, ça ne serait pas ainsi. Mais quand le président Bédié est décédé, il y a le président Kopu Bloni qui était là. Il y a aussi Dikawi, et certains diront, oh bon, ben, il y a eu des manœuvres dilatoires et bizarres pour écarter Dikawi. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que vous avez deux jeunes hommes qui sont de l'après 1960. Voilà. C'est une aubaine et c'est une opportunité. C'est le PDCI qui l'a. C'est la raison pour laquelle Jacques Roger, et je sais que vous allez en arriver, je suis un peu meurtri par le débat qui a lieu aujourd'hui. Revenons dans le troisième segment, conflit des générations, docteur Eric Eddy, comme au sein l'appelle donc des partis les questions politiques, de façon générale, même celui-là le roule pouvoir. ceci. Plusieurs jeunes Celui-là doit cadres être, on appelle ça un Touareg. un Celui-là est renouvellement un donc Baouli, des le élites petit-fils au de sein 40 ans et autres, tout des ça. partis Ce sont des politiques questions traditionnels. Pensez-vous sociologiques que qui la question vraiment ont leur place générationnelle dans la donne politique. peut fragiliser Mais le donc ces PDCI n'a pas besoin formations de ça aujourd'hui, à l'approche de je pense, 2025? pour régler sainement et développer un discours. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le docteur Ebou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici aux États-Unis à son dernier passage, je pense bien l'année dernière, c'est toutes ces classes de jeunes qu'on veut voir. Et c'est le PDCI RDA qui fait ça. De l'autre côté, au PPACI, malheureusement, après tout ce qui a été dit, et on peut porter cette critique, le président Laurent Gbagbo est encore en course. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi? Le PPACI seul a les moyens et les réponses à cette question. Mais ce que nous constatons, c'est que le monsieur lui-même, selon la VAR, qui avait, quand il était au pouvoir, annoncé qu'après 76 ans, il faut passer à autre chose parce qu'on n'a plus les moyens, surtout physiques, de pouvoir tenir la charge du président de la République, veut revenir.
Gbagbo est de 1945. Pour ce que nous savons, nous sommes en 2025. En mai prochain, ça lui fait 80 ans. Et il cherche à revenir aussi au pouvoir. Pourtant, ce parti-là aussi regorge de pas mal de cadres. Hein, qui peut être peut-être dans la période de la fin des années 50, qui peuvent aussi tenir la chandelle. De l'autre côté, au MGC, je peux comprendre, c'est un parti nouveau qui veut se solidifier autour de cette dame, qui d'ailleurs est la seule pour l'instant à se prononcer et à donner, à se porter candidat ou bien avoir été désigné par son parti pour les élections qui arrivent. Mais Mme Simone Gbagbo est de 1949. Ok? La gente féminine beaucoup plus ou bien moins âgée qu'elle a participé à ça. Pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, le conflit de génération est en train malheureusement de gangréner la politique ivoirienne. De l'autre côté, dans les partis qui sont dirigés par des gens des années 70 et même des années 80, là-bas aussi, il y a le risque de voir la dictature des membres fondateurs. C'est-à-dire, dans ces partis, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir des conventions ou bien compétitives, des, comment on appelle ça, congrès compétitifs au cours desquels il y a une véritable compétition démocratique pour désigner qui doit être le représentant de ce parti-là aux élections à venir. Donc, Jacques, il y a non seulement le conflit de génération, mais aussi il y a la dictature des membres fondateurs, il y a la dictature de l'argent, qui fait qu'au sein de ces partis-là même, on n'est pas capable encore d'atteindre cette statut et cette situation où on, en réalité, organise la compétition en interne. Quelqu'un disait que si en interne, ils ne font pas la compétition, en externe, ça devient un problème. Je n'ai pas touché au RHDP parce que ça, c'est la palissade, c'est une vérité qui est là. Quand vous avez un ministre, un monsieur comme Adjoumani Kobena, qui en va s'arrêter devant les gens pour dire que eux, dans leur parti, tous ceux qui veulent se porter candidat, tant que le monsieur Alassane Draman Ouattara est là, c'est dans leur maison, dans leur chambre, devant leur femme qu'il peut faire ça. En le disant, lui-même, il s'émascule. Il prouve que la question du changement générationnel dans ce parti-là n'est pas à l'ordre du jour, alors que c'est un parti qui s'étargue aussi d'avoir beaucoup de jeunes. Et puis, dernièrement, je dénote cela, je ne sais pas comment les femmes n'ont pas pu percevoir ça, mais dire que c'est devant les femmes seulement qu'ils peuvent le dire, mais c'est une injure. Ça veut dire que ces femmes-là ont en face d'elles en réalité des femmes. Puisque quelqu'un ne peut pas s'annoncer candidat, ce n'est que devant sa femme, il puisse le faire. Bon, on finit par insulter tout le monde parce que simplement, on a envie de maintenir quelqu'un au pouvoir. Jacques, je me suis un peu étendu sur cette question de conflit de génération, mais pour résumer, je dis que le parti qui va peut-être le plus en tirer profit à cause et qui sera le moins affecté, pour l'instant, c'est celui qui est au pouvoir à cause des bénéfices du pouvoir. Mais les autres partis devraient pouvoir réfléchir à ça. Mais à la longue, c'est la démocratie ivoirienne elle-même qui souffre, parce qu'ils n'arrivent pas à enclencher et à mettre en place les mécanismes qui lui permettent de façon organique de régénérer sa classe politique. Puisque vous avez parlé du PDCI-EDA, selon vous, donc, le conflit entre M. Tidi Amtiam et puis M. Jean Lubion, quelle est donc la solution donc, de sortie des crises? Comment vous voyez un peu la solution? Vous avez vu que tout au long de cette émission, Jacques, je me vertue toujours à regarder d'abord dans le rétroviseur. À regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui est passé, ce qui a été fait et des cas similaires. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a amené l'explosion au Front populaire ivoirien entre Afin Guessan et le président Laurent Gbagbo? Je laisse les gens analyser. Mais au moins un élément, c'est le manque de dialogue. Et c'est peut-être à un moment donné l'erreur faite d'avoir oublié l'intérêt supérieur de ce parti-là. Quand vous regardez même la naissance du MGC, qui est sorti aussi du Front populaire ivoirien pour se créer, quand vous regardez le RDR lui-même, au début, le Rassemblement des Républicains, mais c'était le Rassemblement des Rénovateurs. On peut repartir encore en arrière. Quand Jenny Kobina et toutes les femmes d'Agri Diabaté, même Gras, Claire, sont sorties du PDCI-RDA pour former le courant des rénovateurs, c'était le Rassemblement des Rénovateurs qui est devenu manque de dialogue. Alors, quand je regarde ça, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas un conflit comme celui qui a opposé
un monsieur du nom de KKB à Henri Konan Bédié en ce qui concerne s'il faut aller ou il ne faut pas aller, ou bien, etc., etc. C'est deux jeunes gens. Il n'y a que 2 ans qui les séparent. Ils sont tous de la période post-60. Il ne s'agit pas de Tidiane Thiam et de Djikaye. Il ne s'agit pas de Tidiane Thiam et de Kopli Boni. Il s'agit de Tidiane Thiam et de Bion. Jusqu'à preuve du contraire, malgré tout ce que les gens peuvent dire, et ils ont raison de le dire s'ils ont les informations, comme quoi Bion est un traître, il va vendre le PDCI, ce à quoi je m'en tiens présentement, en faisant un peu de naïveté politique, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il reste et demeure cadre du PDCI RDA. Il n'a pas encore été inversé de ce parti-là. En tant que tel, moi j'appellerai ces 2 jeunes gens, 2 brillants, chacun à sa manière. Retirez-vous, prenez un café quelque part et puis parlez. Je pense quelque part, et je suis prêt à accepter que je me serais trompé, mais je pense que ce serait la meilleure méthode. C'est la raison pour laquelle, même hors antenne Jacques Roger, je vous ai dit que je n'ai pas aimé. Et il y a une façon de communiquer du PDCI-RDA que je n'aime pas sur la question. Mais attention, je devais baliser le terrain avant de parler. Je ne parle pas en tant que sachant du PDCI-RDA. Je ne parle pas en tant que cadre du PDCI-RDA. Je ne parle pas en tant que quelqu'un qui a la possibilité, la capacité de pouvoir critiquer, flageller, chicoter le PDCI-RDA. Non, non, non. Je ne donne qu'un simple petit avis. Je suis ému par le fait que, par les circonstances naturelles, décès du président Henri Konan Bédié, désignation, je m'en fous des conditions dans lesquelles il a été désigné, de Tidiane Thiam comme président du PDCI-RDA, il y a entre les mains du PDCI une très bonne opportunité de réorienter la politique ivoirienne et de cocher une case, celle de changement générationnel. Et pour ça, je pense que s'asseoir, je pense que c'est les Sénoufos, au risque de me tromper, qui disent qu'un problème là, quand on a commencé déjà à en parler, on a trouvé la solution. Que ces 2 jeunes gens qui parlent bien français s'asseyent entre les 2, leaders, et commencent à parler. Je suis sûr qu'il y a eu des velléités qui n'ont pas marché. Je suis sûr que de part et d'autre, il y a eu des radicalisations. Je suis sûr que quand on sort pour dire qu'ici, il y a des repéros, ou bien on retire après pour chose, tout ça là, ça amène un certain nombre de radicalisations. Mais en même temps qu'on est capable d'aller s'asseoir pour signer un document avec le CAP, je pense qu'on est capable aussi de s'asseoir pour voir ce qui ne va pas ou bien ce qui peut aller avec son camarade du parti. Moi, c'est ce à quoi j'appelle ces 2 jeunes gens, ces 2 grands frères, ces 2 enfants des années 60, c'est ce à quoi je les appelle. Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Je crois que j'avais d'autres questions, mais nous sommes pratiquement pris par le temps. Nous allons aborder donc le 4e et dernier segment, parlant donc de la situation donc, sociale en Côte d'Ivoire, où on parle beaucoup plus de fraude sur la nationalité, la démolition donc, des maisons, les conflits ADC, le RHTP. Alors, on va aller donc très rapidement, parce que nous sommes pris par le temps, la question donc, de la fraude sur la nationalité ivoirienne refait encore surface donc, dans le débat public. Alors, quelle est donc la position donc, du CACI sur cette question? Premièrement, et je vais faire en tout cas suivre votre recommandation d'aller très vite sur la question, la célérité avec laquelle tout ce que vous devenez de désigner se passe est vraiment très inquiétante. Et tous ces éléments-là sont interconnectés. La fraude sur la nationalité, la fraude dans le foncier, dans les attributions de terrain et autres, tout ça, ou bien la dépossession que nous sommes en train de voir. Et comme je le dis encore une fois, il faut souligner le travail fabuleux que fait l'éléphant déchaîné en ce moment-là. Ces choses-là sont liées. Notre position est celle-ci. Une Côte d'Ivoire ne peut pas se réconcilier, ou bien un pays ne peut pas se reconstruire en oubliant l'aspect de son état civil. Tantôt, on entend parler de gens qui sont en possession de passeports ivoiriens et qu'on retrouve dans certains pays. Il y a même un ancien ambassadeur, je crois, qui est décédé maintenant, c'est l'ambassadeur Papachi, qui servait, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas si c'est en Chine, qui disait que bon, des gens avaient été saisis. Quand il allait les voir, aucun d'entre eux ne parlait français, même un mauvais français ivoirien, il ne parlait pas. Comment ces personnes ont pu se procurer de passeports ivoiriens?
Donc, la fraude sur la nationalité, c'est la fraude aussi sur la carte nationale d'identité, c'est la fraude sur l'obtention du passeport, c'est la fraude sur le certificat de nationalité, c'est la fraude sur, comment on appelle ça, l'acte donc d'état civil, comme on l'appelle le certificat, l'extrait de naissance. Toutes ces choses-là sont liées. Il y a des hommes politiques, dont notamment le professeur Madi Koulibaly, qui ont donné des solutions, des ébauches de solutions sur la question de l'état civil. C'est de là que tout part. Le CACIS s'aligne sur ça. Il faut une nouvelle administration en Côte d'Ivoire qui arrive et qui prenne à bras le corps la question de l'état civil en Côte d'Ivoire et de la réglementation. Deuxièmement, puisqu'il y a beaucoup de fraudes, nous continuons de ne concevoir, de ne pas, par exemple, comprendre que l'établissement de certaines pièces d'identité en Côte d'Ivoire, qui nécessite donc la collecte de données majeures, des données même, j'allais dire, vitales sur les personnes. Quelquefois, ces éléments-là sont fabriqués, conçus par des organisations ou bien alors des firmes internationales. Vous avez une compagnie comme Snedai qui confectionne les passeports. Il faut arrêter tout cela. Ce sont des éléments qu'il faut retourner à l'État de Côte d'Ivoire et faire en sorte que même les perdièmes qui sont perçus parce que on a donné l'établissement des passeports à tel ou bien l'établissement des pièces d'identité à tel soit. Moi, j'ai été à Abidjan-Jacques Roger. J'ai tenté de renouveler ma pièce d'identité. Mais il y a tout un tas de petits documents qu'il faut faire, aller peut-être dans un cybercafé pour que quelqu'un vous donne une validation de quelque chose que vous avez payé. Ce que vous avez payé là, quelle est la structure qui dirige ça? Cette structure-là, elle est une structure privée qui elle aussi va manger peut-être 1000 francs dans l'argent. Vous vous rendez compte du nombre de personnes et de 1000 francs collectés pour chaque pièce d'identité qu'on donne? Où va cet argent? Vous comprenez? Donc, au moment où on parle de la dette et au moment où on parle aussi de l'impossibilité de recouvrer beaucoup donc, de taxes, il y a beaucoup d'argent aussi qui sortent parce qu'on a établi ça et là des petits... Et tout ça là concourt à la fraude sur tout ce que vous avez dit. Hier, ceux qui se battaient pour la question des terres, non, pour la question de la nationalité, en réalité, ce sont les terres ivoiriennes là qu'ils guettaient. Et Jacques Rodier, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et donc, pour terminer tout cela, je dis que même la nouvelle administration qui arrive devrait régler la question donc, de la nationalité, régler la question donc, de l'état civil en Côte d'Ivoire pour l'assainir et l'harmoniser. Ça va avoir des répercussions sur comment est-ce qu'on fait les révisions et les enrôlements pour les élections et même le recensement à caractère peut-être de développement, etc., etc. Il faut revoir tous ces machines. Voilà la position du CACI sur ça. Ce n'est pas la première fois que c'est dénoncé. Depuis longtemps, ça a été fait et aucun régime qui arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire ici n'a la possibilité, n'a la volonté, n'a la capacité et n'a vraiment l'intime conviction de pouvoir travailler sur cela. Et ça perdure. Ça perdure. Combien sommes-nous en réalité en Côte d'Ivoire? Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question et j'appelle les populations, les gens qui sont dépossédés de leur terrain à prendre courage, à trouver les moyens et que les partis politiques aujourd'hui en fassent une communication claire durant toute cette période-là. Parce qu'il y a eu aussi les déguerpissements. Que ce soit juste, que ce soit injuste, il y a eu des déguerpissements qui ont beaucoup plus affecté les travailleurs qui sont dans le secteur informel, notamment les femmes. Ce sont des sujets qu'il faut prendre à bras le corps et de façon perpétuelle, il faut en parler. Il faut trouver la solution. La prochaine administration en Côte d'Ivoire aura du pain sur la planche. Sinon, nous allons être dans un état vraiment à la bouillabaisse. Dans quel état nous nous trouvons où la terre appartient à l'État? Et si ça appartient à l'État, ben un jour, Jacques Roger, on va se retrouver. Nos villages même seront vendus. Alors, dans ces conditions, comment concilier, puisqu'on parle de problèmes de terre, comment concilier l'urbanisation et donc respect donc, des droits donc, des citoyens, à votre avis? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de pays, même le pays voisin, le Libéria. Ah, d'ailleurs, Jacques Roger, ça m'a fait bien rire parce que ce samedi dernier, le vice-président du Libéria était en visite aux États-Unis, il est passé par Philadelphie et il a eu une rencontre avec la population, les immigrés donc, de ce pays-là ici. J'ai eu la chance d'être convié donc, à ça pour écouter un peu les délibérations. Ce qui m'a marqué, c'est que la question de la terre dont on parle, la question donc de la vente des terres,
ce n'est pas singulier, elle n'est pas singulière à la Côte d'Ivoire, cette question. Puisque dans la salle, il y a des Libériens qui ont levé la question, demandé à leur premier et leur vice-président que fait l'État dans le cas où vous avez des gens qui vendent la terre à de multiples personnes, créant donc des conflits. Ça m'a fait rire. Et quand vous parlez de solutions, justement, je veux dire que ce problème et ce phénomène-là tend à se régionaliser. Ça n'a pas trait à ça, mais un autre problème qui tend à se régionaliser et donc qui a été aussi évoqué, c'est celui de la drogue. Quand les réponses donc à ces questions-là sont formulées de façon spécifique, en s'agglutinant simplement sur les réalités sociologiques, sociales d'un pays tiers, sans nécessairement regarder ce qui pourrait se passer à gauche et à droite ou bien dans les pays frontaliers, surtout que nous avons des frontières communes, je crois qu'il y a des solutions qui ne sont pas totales et qui ne sont pas pleines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la première chose, c'est de voir à qui appartient l'État. Le fait de dire que la terre appartient à l'État, le fait de dire de n'avoir pas réglé la question du foncier, que ce soit urbain ou, comment on appelle ça, rural, malgré ce qu'on a tenté de faire en 1998, que beaucoup reconnaissent comme ayant été une bonne loi, mais qui n'a jamais été mise en application, comme le disent beaucoup, il nous faut retourner à ça. Donc pour moi, la première solution, c'est ça. Abracadabra, vous faites de moi président de la République demain, c'est l'une des premières lois que je prends. C'est-à-dire faire en sorte que la propriété terrienne ne soit pas l'objet de bradage. Et peut-être même interdire, et là c'est un peu trop osé, peut-être même interdire la question de la vente des terrains. Il y va de la protection civile et de la protection de la population, Jacques Roger. Pourquoi? Parce que quand on permet aux gens de vendre, même celui qui a le droit de vendre, Jacques, la population ivoirienne est en train de s'urbaniser. L'urbanisation vraiment avance. En 20 ans que nous sommes aux États-Unis, on a vu qu'aujourd'hui, même notre région d'Azagué fait partie de ce qu'on appelle Abidjan 4. Mais si ce phénomène-là se poursuit, Jacques, sachant bien que la terre est la source de revenus, de subsistance de ces populations-là, où il n'y a pas d'entreprise, et l'agriculture elle-même n'étant pas encore solidement mécanisée, mais la première source de production qui est la terre est bradée à tout vent, il y a problème. C'est un problème national. Quelqu'un disait, un homme politique, c'est une bombe à retardement, et nous sommes d'accord, c'est une bombe à retardement. Donc, c'est là qu'il faut agir, et c'est notre position, en tout cas, au Cassis. La terre doit revenir. Il faut changer la loi sur le foncier rural et l'appliquer. Ensuite, il y a eu beaucoup de fraudes. La justice est impliquée. Comme nous sommes en train de voir et relever par les enquêtes de l'éléphant déjeuner, encore une fois que je salue. Comment est-ce que ce problème-là, il est pris à bras le corps pour faire en sorte que, évidemment, l'assainissement du système judiciaire puisse conduire. Parce que c'est la corruption aussi qui avance ça. Quand vous avez des ressortissants qui arrivent, aujourd'hui il est ivoirien, demain il est malien, et qui rachète des terres, qui casse les maisons des gens, il faut dédommager les gens, il faut mettre fin à l'impunité, de sorte à ce que les gens puissent se respecter vraiment dans ce pays-là. C'est un problème très grave. Et comme je l'ai dit, il est lié aussi à la fraude sur la nationalité. Il fut un moment où, avoir l'ACD, vous étiez donc très rassuré pour pouvoir construire votre petite maison, votre petite villa. Quelle lecture faites-vous donc de cette crise et quelles pourraient être donc, si vous voulez, les solutions? Vous en avez parlé. C'est la raison pour laquelle il faut un nouveau régime. Ce régime-là ne peut pas résoudre ce problème-là. Parce qu'il a créé, il est foncièrement ancré dedans. N'oublions pas une chose, Jacques Roger. Les problèmes en Côte d'Ivoire, surtout la crise de 2002, a commencé par une crise de la terre. Où on m'a arraché telle terre, on nous a chassés d'ici, on nous a dit qu'on n'est pas ivoirien, Vous vous rappelez bien de tout cela. Les conflits fonciers dans l'ouest le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à Tabou, où on a accusé le député, l'ancien député et ancien président de l'Africa, comment il s'appelle, je pense c'est Kofi Nguessan, ou bien comment il s'appelle ce monsieur-là, d'être la cause de xénophobie. C'est comme ça qu'on a commencé. Ce régime-là ne peut pas régler ce problème. Donc la solution première, c'est de faire partie de ce régime-là du pouvoir. Et je pense qu'à l'issue de ça, on aura au moins des coups de franche pour mettre beaucoup plus de pression sur quelconque autre régime qui arrive pour solutionner ça.
Jacques, voilà le passage obligé. Sinon, je ne vois pas. Je ne vois pas ce régime-là. Parce que ce régime-là croit en un libéralisme où il n'y a pas de frontières et en un fourre-tout où tout le monde est tout le monde. Mais il faut un régime qui a une philosophie différente, Justement, par rapport à une ça, approche la différente. communauté villageoise aujourd'hui, les non-ivoiriens ne pourront pas certainement s'en procurer. Mais aujourd'hui, hein, au niveau donc, des villes, ils ont cette possibilité. D'aucuns pensent qu'il faut aller un peu au-delà pour ne pas permettre aux non-ivoiriens donc, d'acheter donc, des propriétés enregistrées de la terre. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, la question même de la vente de la terre est sociologiquement pas africaine, Jacques Roger. Vous et moi avons grandi en Côte d'Ivoire, avons fait les études en Côte d'Ivoire, et dans nos villes et villages, qu'est-ce qu'on disait toujours? La terre ne se vend pas. D'où est venu ce phénomène de vente de la terre? D'où est venu ce phénomène de vente de la terre? À la rigueur, la terre est occupée par tel, elle est rétrocédée après à son propriétaire, ou bien, etc., etc. Donc, que ce soit en ville, comme on l'appelle, la ville d'Abidjan a commencé d'abord par être un village d'ouvriers. Vous avez vu la dernière fois comment Monseigneur Abeka, qui est d'Anono, s'est décrié quand il s'est agi donc de déguerpissement, même de faire déguerpir le village d'Anono. Mais quand on déguerpit là, l'État lui-même, là, comme je l'ai dit, il met ça où? Il le vend à qui? Vous avez entendu le secrétaire exécutif de votre parti, Emou Sylvestre, qui s'est prononcé une fois sur les, comment on appelle ça, le malentendu avec Cissé Bakongo. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Une de ses phrases, c'est que le terrain qui a été rasé, ou bien les habitations qu'on a rasées, je crois, au quartier abattoir dont on parle, ce site-là déjà aurait fait l'objet de vente. À qui? À qui? Jacques, n'oubliez pas que même en milieu urbain, les marchés, qui d'ailleurs, mais depuis longtemps, c'est un phénomène qui a commencé, quand on détruit, on va reconstruire des marchés modernes. Nos petites mamans qui vendent dans ces marchés, quand les marchés modernes sont construits, le prix qu'on donne pour avoir une table, pour avoir un magasin, est-ce que ces femmes-là sont capables de pouvoir s'en procurer? On a fini par faire quoi? Par éliminer aussi, là, un certain nombre de personnes du secteur de l'emploi informel. Et on a rendu les choses difficiles pour elles. Donc, que ce soit le foncier en milieu rural, que ce soit le foncier en milieu urbain, les dispositions sont les mêmes. La terre, là, il ne faut pas la vendre, de sorte à ce qu'on protège le patrimoine qui est chez nous. Pour terminer, je vous donne un exemple. Quand j'ai été au pays récemment, je suis allé dans ma zone, je vais dire dans mon village, et puis j'ai vu des jeunes frères. Beaucoup sont venus me dire, bon, ben, docteur Eddy, tonton, vraiment, 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 on est content de te voir. Parce qu'il faut avouer que je suis sorti du pays vraiment pendant longtemps. Mais, tonton, on est content de te revoir avec tout ce que tu écrivais, tu disais, on entend ta voix, mais aujourd'hui, voilà, tu es là devant. Il y en a qui ne m'ont pas vu, il y en a qui m'ont vu petit, il y en a qui étaient tout petits quand je partais. Et puis, il y en a qui m'ont dit, oui, mais bon, ben, on a engagé vraiment, il faut qu'on reprenne les choses en main, il faut qu'on reprenne le pays. Jacques, la première question que je leur ai posée, c'est comment vous reprenez le pays, alors que je constate et on me dit, et je vois moi-même, que tous les jours, vous êtes en train de vendre un lopin de terre à qui on ne sait pas. Donc, vous gardez quoi? Parce que le pouvoir, il s'assoit sur quelque chose, Jacques Roger. C'est votre source de revenus. C'est avec ça que vous allez payer vos cartes de militants peut-être au PDCI ou bien ici. Mais vous vendez ça. Et puis vous dites qu'on veut reprendre le pays. Vous reprenez quoi? Bon, pour certains, on a ri là-dessus. D'autres ont vu que vraiment, le bonhomme là, on dit que le docteur là, vraiment, il est venu avec ses grosses philosophies là, il nous fatigue ici et blablabla. Bla, bla, bla. On en a parlé, mais c'est la position que j'ai. Rural ou urbain, c'est le foncier. Il faut les dispositions pareilles par rapport à ça. La question de la vente là est devenue difficile. Voilà, est venu difficile. Nous sommes à la fin de notre émission, mais je ne veux m'en vouloir si je ne vous pose pas toute cette dernière question avant de vous laisser partir. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la fraude sur la nationalité ivoirienne, de la nationalité ivoirienne, des conditions pour être président donc, de la Côte d'Ivoire. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir des cadres du RHDP, des militants, des supporters du RHDP parler de la nationalité de M. Tidiane Thiam, quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, nous l'avons pratiquement connu. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait, tout en sachant que M. Ouattara, pour être candidat, il a fallu plusieurs accords et puis même la bénédiction du président Laurent Gbagbo qu'il soit candidat. Qu'est-ce que ça vous fait? La dose d'hypocrisie qui anime nos frères, à la fois ne m'étonne pas,
et me donne beaucoup d'urticaire. Pourquoi? Ils devraient être même les premiers à dire, et j'ai entendu certains dire ça, hein, ils devraient être les premiers à dire et à toujours dire, s'ils le veulent, si tel et tel veulent être candidat aujourd'hui, croyant que tel et tel a la même statut que leur mentor, en ce moment-là, c'est grâce à notre combat. On peut au moins s'enorgueillir de ça. Mais ils ne le font pas. Ils sont plutôt dans un cadre. Mais Jacques, il faut leur dire clairement, et je le leur dis, attention, il ne faut pas comparer ces deux messieurs. Il ne faut pas comparer M. Alassane Dramane Ouattara et Tidiane Thiam. Sur ce plan-là, il ne faut pas les comparer. Et pourquoi? Pourquoi il ne faut pas les comparer? Et j'invite même les militants du PDC-IRDA, les communicants du PDC-IRDA à faire attention à ne pas verser dans ces éléments de comparaison. Parce que quand on commence à le faire, on met ce monsieur Tidiane Thiam au même pied d'égalité que chose. C'est ce que j'avais tenté une fois déjà, dans ma position, de relever et d'apporter, et qui quelquefois, peut-être la manière dont on s'exprime, on peut ne pas être vraiment compris. La question de la nationalité ivoirienne de Tidiane Thiam est réglée déjà même par le fait qu'il est né en 62. Je ne suis pas juriste, mais je dis que je sais au moins qu'en Côte d'Ivoire, on disait qu'entre 1960 et 1972, c'est le droit de sol qui régissait. À ce titre-là, le monsieur est né sur le sol ivoirien, il est ivoirien. Un point, bas, terminé. Il n'a pas attendu 40 ans, ou bien il n'a pas entendu d'être nommé ministre dans le gouvernement d'Henri Konan Bédié en quelle année, je ne sais plus, comme ministre du plan, pour aller se faire établir une pièce d'identité, notamment quelque part. Donc, on a au moins une trace. Jacques Roger, tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé de transparence. Si on veut avoir des éléments indicateurs donc, de cette transparence ici, on l'a vu en Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue-là, il y a la question de la nationalité, il y a la question maintenant de l'éligibilité. Si vous voulez, on discute de ça, ou bien les gens veulent parler, ils en parlent. Mais il ne faut pas comparer ce monsieur-là à M. Alassane Dramane Ouattara. Deuxièmement, le monsieur n'est pas en train de prendre des armes, des couteaux, des machettes, des houes, des dabas, faire des coups d'État pour arriver là où il est arrivé. Non. Le monsieur n'a pas bloqué tout son cursus quelque part, comme M. Alassane Dramane Ouattara a bloqué son cursus ici à l'université qu'on appelle ça de Pennsylvanie, où il n'est plus possible même d'avoir accès à son passé. Ce n'est pas la même chose. Et je crois que les militants du RPI, du RDR, HDP sont dans l'hypocrisie la plus totale. Ça ne devrait pas décourager les gens. Les textes qu'eux-mêmes ils ont écrits en Côte d'Ivoire sont clairs. On dit nationalité exclusive. On n'a pas donné de délai, on n'a pas donné de ceci et de cela. C'est la raison pour laquelle il faut même, Jacques Roger, pour revenir à la question de la nationalité, c'est peut-être un combat que dans la diaspora nous devons enclencher. La question de la double nationalité. La question de la double nationalité. C'est un débat qu'il faut porter à une assemblée nationale saine, qu'il va trancher, peut-être là-dessus. Que vous voulez dire concrètement pour la double nationalité? Je vais dire concrètement que peut-être que la Côte d'Ivoire devait réfléchir à accorder, prendre une loi qui accorde la double nationalité à ses ressortissants de la diaspora. Le problème serait résolu. Le problème serait résolu. Des pays comme le Ghana, le Libéria dont je viens de parler tout à l'heure, j'ai vu les ressortissants libériens, les membres de la diaspora se battre pendant près de 5 ans jusqu'à ce que le Parlement, le Congrès et le Sénat libérien acceptent. Et c'est sous le président Georges Weah que ça a été signé. Ils ont la double nationalité. Ils ne vont pas aller couper le pays pour aller le mettre ailleurs. Peut-être que ça va résoudre un certain nombre de choses, mais là encore, il faut revenir à maîtriser les aléas ou bien les alentours de notre état civil en Côte d'Ivoire, par exemple. Merci. Voilà. C'est une question, quelque chose qui me taraude l'esprit, c'est quelque chose qu'il faut négocier, et puis il faut voir les contours. Beaucoup de pays ont la question de la double nationalité. Alors que chez nous, on a toujours les problèmes de nationalité. Des gens fraudent sur la nationalité, etc., 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 etc. Et puis, comme c'est un bétail électoral, comme nos camarades et frères, malheureusement, du RHDP, on ne dit rien là-dessus. Mais aujourd'hui, pour eux revenir et parler de la nationalité de Tidiane Thiam, ils ne sont que hypocrites. Voilà. Ils ne sont que hypocrites. Merci beaucoup, Dr. Eric Evedi. Avant de vous laisser partir, votre mot d'espoir. Oh, j'ai l'espoir. Et c'est ce qui m'a toujours animé. Je dis à mes collègues, que ce soit au service, même à mes étudiants partout, que bizarrement, je m'appelle un monsieur avec un optimisme bête. C'est comme ça que je l'appelle. J'appelle ça parce que je vois une lueur d'espoir dans toute chose, Jacques Roger. Et je pense que, quelle que soit la durée de la difficulté, le soleil va se lever. Le soleil va se lever. Est-ce qu'il va continuer de se lever
du côté de l'Est, aller se coucher à l'Ouest, ou bien cette fois-ci, il va se lever du côté de l'Ouest, ou bien du côté Nord pour venir. Dans tous les cas, ce soleil-là, il va se lever. Que ce soit de mon vivant, ou bien après que le Seigneur nous ait rappelé, le soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Et le bon soleil. Pas le soleil mitigé, mais le bon soleil va se lever. Il y a la possibilité de le faire. Donc, il faut garder espoir, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes. Il faut nous pardonner aux hommes politiques, quelquefois, nos égarements, nos égaux, qui, quelquefois, ne permettent pas de faire avancer les choses. Mais il faut porter la critique. Il faut reprendre. Et tenir les hommes politiques, les femmes politiques pour responsables. Jacques, je termine sur ceci que il y a un sondage qui a été réalisé par le Afrobaromètre en Afrique de l'Ouest et qui a montré que dans les pays où cette enquête a été menée, tu as moins de 40% de la population, moins, qui croient que c'est leur devoir de tenir les élus locaux ou bien gouvernement ou bien ceci responsable des partis responsables de la gestion des affaires courantes. Le civisme, l'engagement civique est peut-être un des gros défis que nous avons à relever. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes, quelles que soient vos chapelles politiques, tenez vos leaders là pour responsables. Pas responsable de vous donner en matière ou bien en temps d'élection, venez vous donner de petits sacs de riz avec leur photo là-dessus. L'élection est passée. L'élection est passée. Mais il faut les tenir pour responsables. Donc, tenez-les pour responsables et en même temps que vous le faisiez, critiquez et en même temps que vous critiquez, là où aussi il faut pardonner et redonner une chance, redonnez-leur encore une chance, mais qu'ils vous mènent au port où vous souhaitez vous-même être, mais pas au port où vous souhaitez vous amener. Voilà de façon un peu symbolique et imagée, Jacques, ce que je voulais dire à l'attention donc de nos amis. Vous me permettez de terminer en disant toutes d'exprimer mes respects à un ami et frère, docteur Jean-Aimé Mouketou, qui a fait avec vous une émission. J'ai vu aussi la déclaration qu'il a eu à faire. En tout cas, on lui souhaite bon vent dans la direction qu'il est en train de prendre maintenant avec le régime au Gabon. Et puis, bon, ben, on espère que pour quelqu'un qui a été toujours engagé vraiment à la cause patriotique et à la cause du développement et de la démocratie, que ce chemin-là lui soit vraiment, vraiment, vraiment très fructueux et qu'il soit fructueux pour l'ensemble même de ce pays-là qu'on appelle le Gabon, hein, malgré toutes les péripéties qu'on peut voir. Je voulais exprimer ça et Jacques, je vous remercie encore une fois pour cette opportunité de revenir sur le plateau de Jacques Roger pour donner la position du CACI. Vous recevrez l'information lorsque nous serons prêts pour la conférence de presse dont j'ai parlé un peu plus tôt au début de l'émission. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Eric Eddy, et surtout à très bientôt. Au revoir. Je vous en prie.